Je ne te laisserai pas mourir, je promets. La première fois Eleanor Brennan toucha la main de Conrad Caldwell, il saignait à mort. La lointaine baleine de sirène résonnait à travers les rues abandonnées de Southside Chicago, tandis que la pluie martelait l'asphalte fissuré de l'allée, où l'homme le plus dangereux de la ville gisait mourant. La lumière vacillante d'un lampadaire cassé projetait des ombres tremblantes sur le corps inconscient de l'homme qui contrôlait la moitié du monde souterrain à l'est du Mississippi. Et personne, absolument personne, ne croyait qu'il survivrait cette nuit. Ellie, avec ses mains tremblantes, encore brutes, d'avoir frotté les sols d'hôtel et sa veste usée maintenant trempée de son sang, s'agenouilla à côté de lui et murmura quelque chose que aucun docteur, aucun chirurgien de renommée mondiale, aucun médecin privé n'aurait osé dire. Je ne te laisserai pas mourir, je promets. À ce moment, quand le pouls de Caldwell était à peine un battement sous ses doigts, quand l'odeur métallique du sang se mêlait au coûteux parfum qui s'accrochait encore à son costume déchiré, quelque chose dans l'univers se déplaça, quelque chose se brisa et se reforma tout à la fois. Parce que Conrad Caldwell, l'homme qui dirigeait des empires de jeu et des rackets de protection à travers 3 États, qui faisait trembler les politiciens d'un seul appel téléphonique, qui avait dîné avec des sénateurs et enterré des ennemis dans des tombes anonymes, qui n'avait jamais eu besoin de personne en ses 37 ans d'existence brutale, était sur le point de découvrir que la seule personne capable de sauver sa vie était une assistante infirmière de 27 ans qui gagnait en 3 mois ce qu'il dépensait pour une seule bouteille de whisky. Et à ce moment de connexion, tandis que la vie de Conrad ne tenait qu'à un fil aussi mince que le destin lui-même, l'amour commença à tisser sa magie impossible, dangereuse. 48 heures avant, Ellie avait lavé le sol de la salle de bain d'un hôtel délabré à Humboldt Park, le quartier où les rêves venaient de mourir, et où 5 étrangers partageaient 2 chambres exiguës et une seule lueur d'espoir de survie. Elle était arrivée à Chicago 18 mois plus tôt, fuyant les collecteurs de dettes à Boston, laissant derrière elle une sœur mourant lentement du lupus qui avait besoin de médicaments qu'elle ne pouvait pas se permettre, un père pourrissant en prison pour avoir tué sa petite sœur Molly en conduisant ivre, et un passé qui hantait chaque instant de son existence éveillée. Son certificat d'assistante infirmière, obtenu après d'innombrables nuits d'études sous une ampoule mourante, avec un estomac vide et un cœur plein de détermination désespérée, était la seule chose qu'elle possédait qui ne pouvait pas être saisie ou retirée. À Chicago, elle avait trouvé du travail. Oui, mais elle avait aussi trouvé la solitude la plus profonde qui existe sur cette terre. La solitude d'être entourée de 8 millions d'âmes, mais n'appartenant à personne et nulle part. Chaque nuit après d'épuisantes doubles équipes, avoir frotté des toilettes et vidé des poubelles, elle s'asseyait près de la fenêtre fissurée de son studio glacial et regardait la scintillante ligne d'horizon du centre-ville de Chicago au loin. Ces tours de verre et d'acier, où des gens comme Conrad Caldwell vivaient, des vies qu'elle ne pouvait même pas imaginer, se demandant si sa propre vie signifierait jamais quelque chose de plus que la simple survie. Elle ne savait pas que le destin allait répondre à cette question de la manière la plus inattendue et terrifiante possible. Elle ne savait pas qu'en moins de 2 jours, elle tiendrait dans ses mains tachées de sang non seulement la vie de l'homme qu'elle était secrètement venue détruire, mais tout le futur de son propre cœur brisé. Si cette histoire vous attire, appuyez sur ce bouton. J'aime et partagez-la avec quelqu'un qui aime la romance sombre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite. Parce que ce qu'Eleanor découvre à propos de Conrad Caldwell et d'elle-même changera tout ce qu'elle pensait savoir sur la vengeance, la rédemption et le territoire dangereux, où la haine et l'amour entrent violemment en collision. Conrad Caldwell ouvrit les yeux exactement une fois cette nuit fatidique, pour seulement quelques brèves secondes avant que l'obscurité n'engloutisse complètement sa conscience. Ses yeux gris acier se fixèrent sur Ellie. Et à cet instant, elle ne vit pas la peur d'un homme sur le point de mourir, mais la froide calcul d'un prédateur blessé qui chassait encore.
Ses lèvres bougèrent, sa voix rien de plus qu'un murmure brisé. N'appelez pas le 911, appelez ce numéro. Et une chaîne de 10 chiffres glissa de sa bouche avant que sa tête ne s'affaisse contre son épaule. Ellie savait qu'elle devrait l'ignorer, savait qu'elle devrait faire la bonne chose, et appeler payer la police et une ambulance comme tout citoyen décent le ferait. Mais elle n'était pas une citoyenne décente. Elle est restée quelqu'un en fuite vivant sous un nom qui ne lui appartenait pas entièrement. Et si la police venait, ils demanderaient une identification. Ils vérifieraient ses antécédents. Ils découvriraient qui elle était et combien elle devait. Plus que cela, une partie plus sombre d'elle murmura que c'était une opportunité, une chance d'entrer dans le monde de Conrad Caldwell, le monde même dans lequel elle avait passé les 18 derniers mois à essayer de trouver un moyen d'entrer. Alors, avec des mains encore glissantes du sang d'un ennemi, Ellie sortit le téléphone bon marché de sa poche et composa le numéro qu'il lui avait donné. Il sonna exactement 2 fois avant qu'une voix masculine basse et rauque ne réponde d'un seul mot. « Parler ». Elle déglutit et força sa voix à rester stable. « Il y a un homme qui a été abattu dans une allée près du coin de H. Halstead et 47. Je pense que c'est Conrad Caldwell. Il saigne abondamment et je ne sais pas combien de temps il lui reste. » La ligne se tut pendant exactement 3 secondes. Puis la voix revint, tranchante comme une lame coupant l'air. « Gardez-le en vie. Nous serons là dans 10 minutes. S'il meurt avant notre arrivée, vous mourrez avec lui. » L'appel se termina sans un au revoir. 10 minutes, pensa Ellie. 10 minutes pour garder un homme en vie, tandis que son sang s'écoulait plus vite qu'elle ne pouvait l'arrêter. Elle arracha la manche de son manteau, l'enroula fermement autour de la blessure à l'épaule de Conrad et appuya de tout son poids. Elle comptait chaque seconde dans sa tête, chaque battement de cœur faible sous sa paume, chaque respiration peu profonde et irrégulière qu'il prenait. La pluie continuait de tomber sans pitié, lavant des traînées de sang sur le pavé. Et Ellie sentit comme si l'univers entier s'était réduit à elle seule, et à cet homme mourant dans une allée sombre que le monde avait oubliée. Exactement 9 minutes plus tard, 3 SUV noirs élégants déboulèrent dans l'allée sans une seule sirène, faire et tranchant l'obscurité comme les yeux de monstres chassant une proie. Les portes s'ouvrirent en vol et 6 hommes en manteau noir se répandirent, se déplaçant avec la précision de personnes entraînées à tuer ou sauver sur commande. Celui de devant était un homme dans la quarantaine, cheveux poivre et cils coupés courts, un visage cicatrisé et des yeux aussi froids que quelqu'un qui avait vu trop de morts pour ressentir quoi que ce soit désormais. Tommy Rohr, l'homme de main de Conrad Caldwell, l'homme dont Ellie avait lu dans les articles qu'elle avait collectés, tomba à genoux à côté d'elle, vérifia le pouls de Conrad en quelques secondes, puis donna des ordres d'une voix plate et sans émotion. « Mettez-le dans le véhicule. Appelez le Dr. Morrison à la maison immédiatement. Préparez la salle d'opération. » Tout bougea comme une machine parfaitement huilée. Personne ne cria de panique. Personne n'appela la police. Personne ne demanda pourquoi leur patron saignait dans une allée. C'était le monde souterrain, réalisa Ellie, où la loi était quelque chose qu'ils écrivaient eux-mêmes et la justice était mesurée en sang. Alors que Conrad était soulevé dans le véhicule, Tommy se tourna vers elle, son regard la transperçant comme s'il lisait chaque pensée dans sa tête. « Qui êtes-vous et pourquoi l'avez-vous sauvé? » Ellie se tint debout, jambes tremblantes, vêtements trempés de sang et de pluie. « Je suis infirmière. Je l'ai trouvé ici et je ne pouvais pas partir. » Tommy l'étudia pendant quelques longues secondes qui parurent une éternité, puis hocha la tête. « Montez, vous continuerez à prendre soin de lui jusqu'à ce que le médecin dise qu'il est stable. Ensuite, nous parlerons de ce que vous savez et de ce que vous voulez. » Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre, et Ellie savait qu'à partir de ce moment, il n'y avait plus de retour en arrière. Elle monta dans le SUV noir, s'assit à côté du corps immobile de Conrad Caldwell. Et alors que le véhicule s'éloignait à toute vitesse dans la nuit pluvieuse de Chicago, elle se demanda si elle venait de sauver la vie d'un homme ou de signer sa propre sentence de mort.
48 heures avant que son sang ne se répande sur le pavé humide d'une allée de la rive sud, Conrad Caldwell était assis à la tête de la table dans la salle de réunion secrète, derrière le restaurant de Rosario, l'endroit même où 30 ans plus tôt, son père avait abattu le premier traître et commencé à construire l'empire que Conrad héritait maintenant. Autour de lui étaient assis 7 hommes, les sous-chefs qui contrôlaient chaque bras de l'empire Caldwell, du jeu à la protection, de l'usure à la contrebande. Et chacun d'eux le regardait comme s'il attendait une réponse à une question que personne ne voulait dire à voix haute. Le FBI resserre la corde. Tommy Rohr commença d'une voix basse et sèche, comme s'il lisait le bulletin météo. Ils ont un informateur à l'intérieur, quelqu'un vendant des informations. Au cours des 3 dernières semaines, nous avons perdu 2 cargaisons et 4 hommes ont été arrêtés avant que le produit n'atteigne sa destination. Conrad ne dit rien, seulement tourna lentement le verre de whisky dans sa main et étudia chaque visage autour de la table. Cherchant un éclair de trahison dans les yeux des hommes qui lui avaient juré fidélité, il n'en trouva aucune, seulement peur et anxiété. Le regard d'hommes essayant de s'accrocher à leur vie et à leur position. Dans un monde où la loyauté était mesurée en sang et en silence, son regard dériva vers Finn, son jeune frère assis à l'extrémité de la table, avec son sourire charmant familier et des yeux qui ne révélaient jamais ce qu'il pensait vraiment. Et Conrad se demanda si le sang signifiait encore quelque chose dans ce monde après tout. La réunion se termina sans réponse, seulement des ordres donnés et des vœux faits de trouver le traître à tout prix. Conrad rentra seul en voiture pendant la nuit, refusant l'offre de Tommy de rouler avec lui parce qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. Ou peut-être parce qu'il était trop fatigué pour se soucier de sa propre sécurité désormais. L'empire qu'il avait passé toute sa vie à construire et à protéger ressemblait soudain à une prison dorée, où il était à la fois gardien et détenu en même temps. Il avait 37 ans, plus riche qu'il ne pourrait dépenser en 10 vies, assez puissant pour que le maire prenne ses appels à 3 heures du matin. Pourtant, il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait vraiment ri. Na était morte 7 ans plus tôt, une balle destinée à lui déchirant son cœur à la place. Et depuis cette nuit, Conrad n'avait permis à personne de s'approcher suffisamment pour être blessé à cause de lui. Il était devenu exactement ce que son père avait voulu, une machine froide et sans émotion, un roi sans couronne, régnant par la peur au lieu de l'amour. Sa voiture avançait sur une route déserte, près d'une zone industrielle abandonnée. Quand les phares de 3 camions s'allumèrent soudainement des 2 côtés de la route, Conrad reconnut l'embuscade une seconde avant que le pare-brise n'explose sous une tempête de coups de feu. Le chauffeur fut tué instantanément, sa tête s'affaissant sur le volant, tandis que Conrad ouvrait la porte d'un coup de pied et roulait à l'extérieur, tirant son pistolet de son étui. Il riposta, abattant 2 assaillants avant que la première balle ne lui traverse l'épaule. La douleur fleurissant comme un feu, il tituba dans une allée sombre, le sang trempant son costume à 4000 $. Et quand la 2e balle frôla sa poitrine à quelques centimètres de son cœur, il s'effondra parmi l'eau de pluie et les ordures. Les assaillants ne suivirent pas. Peut-être pensaient-ils qu'il était déjà mort, ou peut-être entendirent-ils des sirènes de police lointaines et décidèrent que cela ne valait pas le risque. Conrad resta là, regardant le ciel nocturne de Chicago, voilé par d'épais nuages de pluie gris, et la dernière pensée qui lui traversa l'esprit avant que la conscience ne s'échappe n'était pas à propos de l'Empire au bord de l'effondrement. N'était pas à propos du traître qui devait être puni, mais une simple question qui faisait mal jusqu'à l'os. S'il mourait cette nuit, quelqu'un le pleurerait-il vraiment? Ou pleurerait-il seulement la perte du pouvoir et de l'argent qu'il avait fourni? Il ne savait pas que la réponse à cette question allait arriver sous la forme d'une fille aux cheveux bruns, avec des yeux verts et des mains abîmées par le travail, qui s'agenouillerait à côté de lui sous la pluie et lui murmurerait une promesse que personne ne lui avait jamais faite auparavant. Le SUV noir s'arrêta devant un portail en fer forgé s'élevant à plus de 3 mètres de haut. Et tandis que le portail s'ouvrait lentement,
Ellie vit pour la première fois l'endroit que des hommes comme Conrad Caldwell appelaient maison. Le domaine Caldwell se trouvait à Lincoln Park, un manoir de l'âge d'or construit il y a plus de 100 ans par un magnat des chemins de fin A et acheté plus tard par la famille Caldwell dans les années 70, avec de l'argent dont personne n'osait questionner l'origine. La maison se dressait comme une bête de pierre grise et de briques rouges foncées au milieu de vastes terrains. Ses tours acérées griffant le ciel nocturne comme des doigts tendant vers un paradis que son propriétaire ne serait jamais autorisé à toucher. Une lumière jaune chaude se déversait des hautes fenêtres étroites, projetant d'étranges ombres géométriques sur l'herbe trempée de rosée nocturne, et Ellie eut l'impression d'entrer dans un château gothique des histoires que sa mère lui lisait avant de mourir. Le véhicule s'arrêta à l'entrée principale, et Conrad fut porté à l'intérieur sur une civière par 4 hommes qui bougèrent rapidement et silencieusement comme des fantômes. Ellie sortit, ses chaussures rencontrant le chemin de granit avec la sensation de traverser une frontière entre deux mondes. La pauvreté à laquelle elle appartenait et le luxe impitoyable dans lequel elle s'introduisait. Elle avait à peine franchi les massives portes en chêne quand la voix d'une femme coupa l'air comme une lame. « Arrêtez !» Ellie se figea et se tourna vers le grand escalier de marbre, où une femme d'environ 65 ans descendait avec l'allure d'une reine inspectant une intruse dans son royaume. Margaret Caldwell, que la presse appelait la veuve d'acier, portait une simple robe noire coupée à la perfection, ses cheveux argentés soigneusement épinglés et ses yeux gris-bleu identiques à ceux de Conrad, étudièrent Ellie avec une froide évaluation non dissimulée. « Qui êtes-vous? Et pourquoi êtes-vous couverte du sang de mon fils? » demanda Maggie, sa voix ferme et égale, même tandis que son fils était porté devant elle, entre la vie et la mort. Tommy s'avança et murmura quelques mots brefs à l'oreille de Maggie, et son regard changea. Non pas se réchauffant, mais perdant son hostilité ouverte, remplacé par le calcul de quelqu'un pesant si une nouvelle pièce pourrait être utile sur son échiquier. « Vous resterez et prendrez soin de Conrad jusqu'à ce qu'il soit hors de danger, » dit Maggie, son ton non pas une offre, mais un ordre. « Puis nous discuterons de ce que vous savez et de ce que vous voulez garder secret avant qu'Ellie ne puisse répondre. » La voix d'un homme dériva du couloir à droite. « Ne lui faites pas peur la première nuit, mère. Au moins laissez-la manger quelque chose d'abord. » Finn Caldwell émergea des ombres avec un sourire charmant et l'allure facile d'un héritier qui savait qu'il ne manquerait jamais de rien dans la vie. Il avait environ 5 ans de moins que Conrad, beau d'une manière plus douce, avec des cheveux châtains clairs soigneusement coiffés et des yeux bruns chauds qui contrastaient fortement avec la froideur de sa mère et de son frère. « Je suis Finn, dit-il, tendant sa main à Ellie. « Merci d'avoir sauvé mon frère. Oui, même si je ne suis pas sûr qu'il vaille le risque que vous avez pris. » Ellie lui serra la main et sentit une étrange contradiction. La paume de Finn était chaude, mais ses yeux étaient bien plus froids que son sourire, comme si derrière l'amabilité se trouvait un esprit constamment calculant et évaluant. Tommy conduisit Ellie au 3e étage, où une pièce avait été convertie en salle d'opération temporaire avec de l'équipement qu'elle n'avait jamais vu que dans les meilleurs hôpitaux. Dr. Morrison, un homme grisonnant avec les yeux fatigués de quelqu'un habitué depuis longtemps à réparer des blessures qui ne pourraient jamais impliquer la police, travailla sur le corps de Conrad avec une concentration absolue. « Vous avez de l'expérience médicale, » dit Tommy. Non pas une question, mais une affirmation. Vous resterez avec lui 24 heures sur 24, vérifierez ses signes vitaux toutes les 15 minutes et me rapporterez tout changement immédiatement. Ellie hocha la tête, comprenant qu'on venait de lui donner un travail qu'elle n'avait pas le droit de refuser. Cette nuit-là, assise dans le luxe éclairé à la bougie de la pièce parce que Maggie détestait les lumières fluorescentes, regardant Conrad Caldwell gisant immobile sur le lit, avec des tubes et des machines attachées à lui, Ellie se demanda si elle était au paradis ou en enfer,
et décida que c'était probablement quelque part entre les deux, un endroit où l'argent et le pouvoir ne pouvaient acheter la paix et où la mort attendait juste derrière la porte dorée. 5 jours passèrent comme un cauchemar sans fin pour Ellie. 5 jours à s'asseoir à côté du lit de Conrad Caldwell et à compter chaque respiration qu'il prenait, chaque bip régulier du moniteur cardiaque, chaque goutte de médicament glissant à travers la ligne intraveineuse. Elle s'habitua à l'odeur d'antiseptique mêlée aux vieux chênes de la pièce, habituée au son des pas de Tommy, vérifiant toutes les quelques heures, habituée au regard froid de Maggie chaque fois qu'elle s'arrêtait à l'embrasure de la porte pour regarder son fils immobile sans jamais entrer. L'après-midi du 5e jour, alors que la lumière dorée terne d'un automne de Chicago filtrait à travers les rideaux de velours rouge profond et projetait de longues ombres sur le parquet poli, Ellie s'assit dans le fauteuil à côté du lit, lisant un vieux livre qu'elle avait trouvé sur l'étagère de la pièce. Elle ne réalisa pas que les yeux gris s'étaient ouverts et la regardait jusqu'à ce qu'une voix rugueuse comme du papier de verre brise le silence et dise « Vous ne ressemblez pas à une infirmière ». Ellie sursauta et laissa tomber le livre. Et quand elle se retourna, Conrad Caldwell la regardait droit, avec une clarté qui semblait impossible pour un homme qui venait de revenir du bord de la mort. Il gisait là, faible et pâle, rayonnant pourtant une autorité dangereuse que même la mort n'avait pas réussi à lui arracher. Ellie se leva et tendit la main vers le verre d'eau sur la table. « Vous avez été inconscient pendant 5 jours. Vous devez boire lentement. » Elle porta le verre à ses lèvres, et Conrad prit quelques gorgées prudentes, ses yeux ne quittant jamais son visage une seule seconde. « Qui êtes-vous » demanda-t-il après avoir avalé, sa voix encore rauque mais plus forte maintenant. « Et pourquoi êtes-vous ici ?»« Eleanor Brennan, » répondit Ellie, son ton si calme qu'il la surprit elle-même. « C'est moi qui vous ai trouvé dans cette ruelle. C'est moi qui ai appelé Tommy, et c'est moi qui vous ai gardé en vie assez longtemps pour que le docteur arrive. » Conrad fut silencieux un instant, son regard parcourant le visage d'Ellie comme s'il lisait d'un contrat rempli de clauses cachées. Il avait rencontré des centaines de personnes dans sa vie. Flatteurs, les craintifs, les avides, ceux qui le voulaient de mort. Pourtant, cette fille le regardait avec quelque chose qu'il ne pouvait déchiffrer. « Vous n'avez pas peur de moi, dit-il, non pas comme une question, mais comme une affirmation. » Ellie inclina la tête et rencontra ses yeux sans ciller. « Devrais-je l'être? Vous êtes allongé dans un lit où vous ne pouvez même pas vous asseoir. Qu'y a-t-il à craindre? » Quelque chose vacilla dans les yeux de Conrad. Peut-être la surprise, peut-être l'amusement, ou peut-être les deux. « La plupart des gens ont peur de moi-même quand je dors, dit-il. Ils ont peur du nom Caldwell. Peur de ce que je peux faire quand je me réveille. » Ellie posa le verre et le regarda, son regard ferme. « Je vous ai vu saigner comme n'importe quel autre homme. J'ai senti votre pouls s'affaiblir sous mes doigts. Je vous ai murmuré quand vous ne pouviez rien entendre. Et je sais que sous les costumes coûteux et le pouvoir terrifiant, vous n'êtes encore que chair et os, capable de mourir comme n'importe qui d'autre. » Conrad la regarda longtemps, assez longtemps pour que le silence devienne lourd comme du plomb. Puis il parla d'une voix basse et tranquille. « Vous m'avez promis quelque chose cette nuit-là. Je me souviens l'avoir entendu avant de perdre connaissance. » Le cœur d'Ellie commença à s'emballer, mais son visage ne trahit rien. « J'ai promis que je ne vous laisserai pas mourir, et j'ai tenu cette promesse. »« Pourquoi ?» demanda Conrad. Une simple question portant un abîme de suspicion et de curiosité. « Pourquoi m'avez-vous sauvé? Que voulez-vous? » Ellie fut silencieuse un instant, puis répondit avec la moitié de vérité et la moitié de mensonge qu'elle avait préparé. « Je suis infirmière. Je ne pouvais pas m'éloigner de quelqu'un qui mourait, peu importe qui il était. Et quant à ce que je veux en ce moment, je veux juste que vous soyez assez bien pour que je puisse quitter cet endroit et retourner à ma vie. » Conrad ne la crut pas. Elle le savait, et il savait qu'elle le savait. Mais au lieu d'insister davantage, il se contenta de hocher la tête et de fermer les yeux,
sa voix s'éteignant tandis que l'épuisement le ramenait au sommeil. Vous êtes intéressante, Eleanor Brennan. Je découvrirai qui vous êtes vraiment, et vous n'aimerez pas ce que je trouverai. Ellie resta là à le regarder retomber dans ce sommeil et se demanda si elle venait de réveiller un roi ou de libérer un monstre, puis décida qu'avec Conrad Caldwell, ils étaient probablement une seule et même chose. Les nuits dans le manoir Caldwell avaient leur propre rythme qu'Ellie apprit lentement à reconnaître, commençant au crépuscule quand Maggie se retirait dans ses quartiers privés et n'apparaissait plus jusqu'au matin, suivi par les pas mesurés des gardes changeant de corps à 22 heures, et finalement le lourd silence qui s'installait sur la maison comme une couverture noire de minuit jusqu'à l'aube. Ellie se porta volontaire pour le quart de nuit parce qu'elle ne voulait pas affronter le regard scrutateur de Maggie ou le sourire illisible de Finn pendant la journée, et parce que la nuit était le moment où Conrad devenait le plus réel quand les murs qu'il avait construits autour de lui s'effondraient sous le poids du sommeil et des cauchemars. La première nuit après qu'il se soit réveillé, Ellie était assise sous la petite lampe de bureau en train de lire quand Conrad commença à gémir dans son sommeil, son corps se tordant sur le lit, la sueur battant sur son front malgré l'air frais de la climatisation. Na! Il appela un nom avec une telle douleur dans sa voix qu'Ellie sentit comme si une main invisible s'était refermée autour de son cœur. Non, ne fais pas ça. Cette balle m'était destinée. Elle se leva et posa une main sur son épaule, le secouant doucement. Monsieur Caldwell, réveillez-vous. C'est juste un cauchemar. Conrad se redressa brusquement, respirant difficilement, les yeux sauvages comme un animal chassé, et dans les quelques brèves secondes avant qu'il ne réalise où il était, Ellie vit quelque chose derrière le masque froid du chef de la mafia. Elle vit un homme écrasé par une culpabilité qu'il ne pouvait fuir même en dormant. Conrad la regarda puis se détourna, sa voix. « Vous n'auriez pas dû voir ça. » Ellie s'assit dans la chaise à côté du lit et parla doucement, si doucement qu'elle se surprit elle-même. Tout le monde fait des cauchemars, même des gens comme vous. Il n'y a rien à avoir honte. Conrad fut silencieux longtemps, assez longtemps pour qu'Ellie pense qu'il ne répondrait pas. Puis il parla d'une voix basse et lointaine, comme s'il parlait plus à lui-même qu'à elle. Na était la femme que j'aimais. Il y a 7 ans, elle est morte à cause de moi. Cette balle m'était destinée, mais elle s'est placée devant. Et je l'ai regardée mourir dans mes bras sans pouvoir rien faire. Ellie ne dit rien, seulement écouta, et son silence sembla lui arracher les mots comme s'il les avait gardés trop longtemps dans sa poitrine, et ils se déversaient hors de son contrôle. Depuis, je ne laisse personne s'approcher, dit-il, parce qu'être près de moi est une condamnation à mort, parce que quiconque veut me faire tomber s'en prendra toujours aux gens qui m'importent avant de venir me chercher. Ellie le regarda et dit ce que personne dans son monde n'osait dire. Elle a choisi de rester là. C'était sa décision. Vous ne pouvez pas porter la culpabilité du choix de quelqu'un d'autre pour le reste de votre vie. Conrad se retourna vers elle avec une surprise non dissimulée, puis demanda « Et vous, Eleanor Brennan? D'où venez-vous? Et pourquoi êtes-vous seule à Chicago dans un appartement délabré à Humboldt Park? » Ellie savait qu'il l'avait fait enquêter. Elle savait qu'il connaissait au moins une partie de la vérité. Alors elle lui donna la version qu'elle avait préparée. « Je suis de Boston. J'ai une sœur plus jeune atteinte de lupus qui a besoin d'argent pour un traitement. Mon père n'est plus là et ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Je suis venu à Chicago parce que j'avais besoin d'un nouveau départ quelque part où personne ne me connaissait. » Elle ne mentionna pas Molly, ne mentionna pas son père en prison, ne mentionna pas la dette écrasante qui la poursuivait, et ne mentionna certainement pas qu'elle avait passé les 18 derniers mois à collecter des informations sur Conrad Caldwell et son empire. Conrad écouta et Ellie ne savait pas à quel point il croyait son histoire, mais il n'insista pas davantage. Au lieu de cela, il dit « Vous êtes plus forte que vous n'en avez l'air, Eleanor. Je l'ai vu la première fois que j'ai regardé dans vos yeux cette nuit-là, et les nuits qui ont suivi, ils ont parlé. Non pas dans de longues conversations profondes, mais dans des fragments de vie partagés dans l'obscurité,
Des histoires d'enfance, de pertes, de rêves qui étaient morts et d'espoir luttant pour survivre. Conrad parla de son père, un patron impitoyable qui lui avait appris que l'émotion était une faiblesse et l'amour un luxe que des hommes comme eux n'étaient pas autorisés à avoir. Ellie parla de sa mère, des contes de fées qu'elle lisait à voix haute avant que le cancer ne l'emporte, de la façon dont Ellie avait été forcée de grandir trop tôt pour s'occuper de 2 frères et sœurs plus jeunes, pendant que son père se noyait dans l'alcool. Il ne se faisait pas confiance. Ellie savait qu'elle cachait des secrets qui pourraient la faire tuer. Et Conrad gardait ses distances parce qu'il ne se permettrait pas de se soucier de qui que ce soit. Mais dans ces heures calmes entre minuit et l'aube, dans la pièce éclairée à la bougie, où la ligne entre ennemis et étrangers s'amincissait, quelque chose commença à prendre racine dans l'espace entre eux. Quelque chose de dangereux et d'innommable, quelque chose qu'ils essayaient tous deux d'ignorer, mais qu'ils ne pouvaient empêcher de grandir à chaque nuit qui passait. 2 semaines passèrent, et Conrad était assez fort pour s'asseoir, assez fort pour marcher lentement dans la pièce avec le soutien d'Ellie, assez fort pour commencer à diriger son entreprise depuis son lit de malade par des appels téléphoniques. Elle prétendait ne pas entendre. Pourtant, il insista pour qu'elle reste, affirmant que le Dr. Morrison conseillait une supervision constante, même si tous deux savaient que c'était une excuse, et que la vraie raison vivait quelque part dans ces conversations de minuit qu'aucun d'eux ne voulait nommer. Ellie remarqua le changement dans la façon dont Conrad la regardait. Non plus le regard d'un patron mesurant une menace, mais le regard d'un homme voyant une femme, et cela l'effraya plus que n'importe quelle âme n'aurait jamais pu le faire. Elle remarqua aussi le changement en elle-même, la façon dont son cœur s'emballait chaque fois que leurs mains se frôlaient par accident, la façon dont elle commença à anticiper le service de nuit au lieu de le traiter comme une obligation. La façon dont elle devait se rappeler que cet homme était lié à la tragédie de sa famille et qu'elle était là pour des réponses, pas pour l'amour. Cette nuit-là, Conrad était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin assombri quand Ellie lui apporta une tisane comme elle le faisait toujours. Louisa la tasse et se tourna pour partir quand sa voix l'arrêta. « Vous devriez partir, Eleanor. » Ellie se figea, sa poitrine se serrant d'un sentiment qu'elle ne voulait pas nommer. « Voulez-vous que je parte? » Conrad se tourna vers elle, ses yeux gris à la lumière des bougies comme des puits sans fond. « Je vous veux en sécurité, et avec moi, vous n'êtes jamais en sécurité. L'homme qui m'a tiré dessus est toujours dehors. Il y a un traître dans mon organisation que je n'ai pas encore trouvé. Et s'ils savent que je tiens à vous, vous devenez une cible. » Ellie s'approcha, assez proche pour capter l'odeur de savon coûteux et quelque chose d'incontestablement à lui. « Vous tenez à moi. » Conrad ne répondit pas, mais la façon dont sa mâchoire se serra et ses yeux s'assombrirent répondit pour lui. Ellie savait qu'elle devrait reculer, savait qu'elle se tenait sur un bord dangereux, mais quelque chose de plus fort que la raison l'attirait vers lui comme une gravité inéluctable. « Je ne vais nulle part, dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. J'ai promis que je ne vous laisserai pas se mourir, et je tiens mes promesses. » Conrad se leva, le mouvement tirant d'une grimace de sa blessure qu'il ignora. Et soudain, il était très proche, si près qu'Ellie dut incliner la tête pour rencontrer ses yeux. « Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix basse et rauque comme le grognement d'une bête retenant son instinct. Je suis un monstre, Eleanor. J'ai tué des gens. J'ai détruit des centaines de familles. Je ne suis pas un homme bon et je ne le serai jamais. Vous devriez fuir le plus loin possible de moi tant que vous en avez encore la chance. » Ellie le regarda droit dans les yeux et dit la seule chose qu'elle savait qu'elle ne devrait pas. « Peut-être que je ne cherche pas un homme bon. L'air entre eux s'épaissit jusqu'à ce qu'il semble pouvoir être coupé avec un couteau. » Et Ellie vit les yeux de Conrad s'assombrir d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une manière qui fit fléchir ses genoux et son cœur battre follement dans sa poitrine. Sa main se leva, doigts rugueux de des années à tenir des armes.
effleurant sa joue aussi légèrement qu'une aile de papillon. Et Ellie ferma les yeux, attendant l'inévitable. Mais le baiser ne vint jamais. Au lieu de cela, Conrad retira sa main comme si elle était du feu et qu'il venait d'être brûlé, sa voix tremblant alors qu'il parlait. « Allez, Eleanor, retournez dans votre chambre maintenant avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. » Ellie ouvrit les yeux et vit la bataille qui faisait rage là entre le désir et la raison, l'instinct et le contrôle. Et elle savait qu'il gagnait, mais de justesse. Elle recula, puis un autre pas, son cœur s'emballant toujours et ses lèvres toujours désirant un baiser qui n'était pas arrivé. Avant de quitter la pièce, elle se retourna et dit « Vous n'êtes pas un monstre, Conrad. Les monstres ne ressentent pas la douleur, ne ressentent pas le regret et ne s'arrêtent pas pour protéger quelqu'un d'autre. Vous venez de faire les trois. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle sortit et ferma la porte derrière elle, puis s'appuya contre le mur froid du couloir et essaya de calmer sa respiration. Elle était venue ici pour des réponses, pour la vengeance, pour détruire cet homme. Mais maintenant, elle réalisa qu'elle tombait dans quelque chose de bien plus dangereux qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle tombait amoureuse de son ennemi et elle ne savait pas comment arrêter. Le lendemain matin, alors qu'Ellie descendait l'escalier pour prendre son petit déjeuner dans la cuisine, comme elle le faisait chaque jour, la voix de Maggie Caldwell retentit du salon comme un glas. « Mademoiselle Brennan, venez ici. Nous devons parler. » Ellie s'arrêta au pied des escaliers, sa poitrine se serrant d'un sentiment d'effroi. Puis elle prit une lente inspiration et entra dans le vaste salon tapissé de vieilles peintures à l'huile et baigné de lumière matinale filtrant à travers des rideaux de dentelle blanche. Maggie était assise dans un fauteuil en velours rouge profond comme une reine sur son trône. Une table basse en acajou devant elle, et sur cette table reposait un dossier brun. Ellie sut immédiatement qu'il contenait chaque secret qu'elle avait essayé d'enterrer. « Asseyez-vous, dit Maggie, son ton n'autorisant aucun refus. Ellie prit la chaise en face d'elle et attendit. Sachant qu'il était inutile de parler en premier, Maggie était le genre de femme qui contrôlait chaque conversation et mènerait celle-ci exactement où elle voulait qu'elle aille. Eleanor Jane Brennan. Maggie ouvrit le dossier et lut d'une voix plate comme une accusation. 27 ans, née à Boston, mère morte d'un cancer quand vous aviez 12 ans. Père James Brennan, purgeant actuellement une peine de 15 ans pour homicide involontaire par véhicule en état d'ivresse. La victime était sa propre fille cadette, Molly Brennan, 13 ans. Elle eut l'impression que quelqu'un avait frappé Ellie à l'estomac. Mais elle garda son visage impassible et attendit ce qu'elle savait être la suite. Maggie tourna la page. James Brennan a travaillé autrefois pour l'un de nos casinos clandestins à Boston. Il nous a emprunté de l'argent, n'a pas pu le rembourser et a commencé à boire plus fortement. La nuit de l'accident, il venait d'être menacé par nos gens à cause de sa dette. Elle leva les yeux vers Ellie, ses yeux tranchants comme des couteaux. En d'autres termes, vous n'êtes pas venu ici par hasard. Vous êtes venu ici parce que vous blâmez ma famille pour la mort de votre sœur et la chute de votre père. Vous êtes venu ici pour la vengeance. Ellie fut silencieuse un long moment, puis parla avec un calme qui la surprit elle-même. Vous avez raison. Je suis venu à Chicago parce que je voulais comprendre pourquoi ma famille avait été détruite. Je voulais découvrir qui était responsable et les regarder dans les yeux quand je leur demanderais s'ils savaient ce qu'ils avaient fait. Mais elle continua avant que Maggie ne puisse l'interrompre. La nuit où j'ai trouvé votre fils saignant dans cette ruelle, je ne savais pas que c'était lui. Je n'ai vu qu'un homme qui mourait, et mes instincts d'infirmière ne me laisseraient pas partir. Tout ce qui s'est passé après cela ne faisait pas partie de mon plan. Maggie l'étudia, pesant, jugeant, calculant comme un serpent, décidant si la proie devant elle valait la peine d'être avalée. « Vous savez, je pourrais vous tuer tout de suite, dit Maggie doucement, comme si elle discutait du temps. Je pourrais appeler Tommy et vous disparaîtriez son corps. Personne ne poserait de questions. Personne ne s'en soucierait. »« Je sais, répondit Ellie.
Mais vous ne faites pas ça parce que si vous me vouliez morte, vous ne m'auriez pas fait asseoir pour parler. Maggie sourit, le premier sourire qu'Ellie avait vu sur son visage. Mais ce n'était pas chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de trouver une pièce utile sur l'échiquier. Vous êtes intelligente, dit Maggie. J'aime ça. Et vous avez raison. Je n'ai pas l'intention de vous tuer. Du moins pas encore, parce que vous avez quelque chose dont j'ai besoin. Ellie attendit, sachant que c'était le vrai cœur de la conversation. Mon fils change. Maggie continua, sa voix portant une trace de quelque chose comme de l'inquiétude. Plus froid et plus tranchant. Il devient mou, laissant l'émotion le guider. Et dans notre monde, c'est le moyen le plus rapide de mourir. J'ai perdu mon mari parce qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes. Je ne perdrai pas un autre fils. Que voulez-vous de moi? Demanda Ellie sans détour. Je veux que vous restiez, dit Maggie. Je veux que vous continuiez à faire tout ce que vous faites pour que mon fils vous fasse confiance. Et quand j'en aurai besoin, vous me direz ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il ressent. Vous serez mes yeux et mes oreilles à ses côtés. Ellie regarda la femme devant elle et réalisa qu'elle se tenait entre deux feux. D'un côté, la vérité sur son passé qui pourrait la faire tuer si Conrad la découvrait. De l'autre, un accord avec sa mère qui pourrait lui coûter quelque chose d'encore plus précieux. « Et si je refuse? » demanda Ellie. « Alors vous savez ce qui arrivera? » répondit Maggie. « Non pas comme une menace, mais comme un fait. » Ellie fut silencieuse un instant, puis hocha la tête, sachant que c'était le seul moyen de gagner du temps, de découvrir la vérité et de survivre assez longtemps pour décider ce qu'elle voulait vraiment de Conrad Caldwell et d'elle-même. 3 jours après la conversation avec Maggie, Ellie changeait les bandages de Conrad dans une pièce inondée de soleil de fin d'après-midi quand elle sentit que quelque chose n'allait pas dans son silence. Conrad n'avait pas parlé de tout le temps. Pas de petites histoires comme il partageait habituellement, pas de regard persistant auquel elle s'était habituée, seulement un lourd silence comme une dalle de pierre pressant sa poitrine. Quand elle eut fini d'envelopper la dernière couche, la main de Conrad se referma soudainement autour de son poignet, non pas douloureusement, mais assez fermement pour qu'elle ne puisse se dégager, et sa voix coupa l'air froide comme de la glace. James Brennan. Les 2 mots frappèrent le lit comme des balles, et elle sut à cet instant que tout était fini. Elle n'essaya pas de se dégager, n'essaya pas d'expliquer. Elle resta simplement là et rencontra les yeux gris brûlants de trahison et de colère. Conrad la relâcha et se leva, se déplaçant vers la fenêtre, le dos tourné à elle. Je me demandais pourquoi vous me sembliez si familière. Pourquoi le nom Brennan continuait de résonner dans ma tête chaque fois que je vous entendais parler? Alors j'ai cherché par moi-même sans Tommy, sans personne. J'ai cherché dans nos vieux dossiers et j'ai trouvé votre père. Ellie resta immobile, attendant la tempête qu'elle savait venir. James Brennan, continua Conrad, sa voix tremblante d'un sentiment plus profond que la rage. Un chauffeur et occasionnel homme de main pour notre casino de Boston a emprunté 30 000 $ et n'a pas pu le rembourser, a été menacé, est devenu alcoolique et une nuit a conduit ivre et tué sa propre fille. Il se tourna pour lui faire face et Ellie vit non seulement de la fureur dans ses yeux, mais aussi de la douleur. Cette fille était votre sœur, Molly, 13 ans. Et vous êtes venu ici parce que vous croyez que ma famille était responsable. Vous êtes venu ici pour la vengeance. Ellie prit une profonde inspiration et décida que si c'était la fin, cela se terminerait par la vérité plutôt que par des mensonges. Vous avez raison, dit-elle, sa voix stable, même si son cœur se brisait. Je suis venu à Chicago parce que je voulais comprendre pourquoi ma famille avait été détruite. J'ai passé 18 mois à collecter des informations sur vous et votre empire. Je savais qui vous étiez avant de vous voir dans cette ruelle. Conrad s'approcha, si près qu'elle pouvait voir les veines saillir dans son cou alors qu'il combattait sa colère. Alors, qu'était cette nuit? Coïncidence ou un plan? Saviez-vous que je serais là? Avez-vous arrangé de me sauver pour pouvoir vous rapprocher de moi? Non.
répondit Ellie d'une voix plate. Cette nuit-là était le hasard. Je ne savais pas que vous seriez pris en embuscade et je n'ai rien arrangé. Je vous ai sauvé parce que je suis infirmière et je ne pouvais pas m'éloigner d'un homme mourant. Tout ce qui s'est passé après cela ne faisait pas partie de mon plan. Et quel était votre plan? Rugit Conrad, sa voix tonitruante dans la pièce. Me tuer, me détruire, ou juste me faire confiance pour que vous puissiez me poignarder dans le dos quand je ne regardais pas. Je ne sais pas, cria Ellie en retour, perdant son calme pour la première fois. Je ne sais plus quel est mon plan, parce que chaque jour où je restais ici, je devenais moins sûr de ce que je voulais. Je suis venu ici avec de la haine, et j'ai trouvé un homme qui n'était pas que j'imaginais. Je vous ai trouvé, râle Conrad, amer et froid. Et comment cela change-t-il le fait que vous m'avez menti depuis le début? Que chaque conversation, chaque moment entre nous était construit sur la tromperie. Ellie le regarda droit dans les yeux et dit ce qu'elle savait qui blesserait, mais qui était vrai. Et vous, Conrad? N'avez-vous jamais menti? Jamais manipulé des gens pour obtenir ce que vous vouliez? Jamais détruit des familles innocentes pour de l'argent et du pouvoir? Mon père était-il un homme bon? Non. Il était faible et alcoolique, mais votre empire l'a poussé à bout. Votre empire, et c'est la raison pour laquelle ma sœur est morte. Conrad resta debout comme cloué sur place, et Ellie vit quelque chose se briser dans ses yeux. Non plus de la colère, mais une vérité qu'il avait passé sa vie à fuir. « Voulez-vous que je m'excuse ?» demanda-t-il, sa voix soudain lasse. « Voulez-vous que je dise que je regrette ce que cet empire a fait? » « Non, répondit Ellie. « Je ne veux pas d'excuses parce qu'une excuse ne ramènera pas ma sœur. Je veux juste que vous sachiez que pour chaque verre de whisky que vous buvez, pour chaque costume coûteux que vous portez, pour chaque nuit que vous dormez dans ce manoir, il y a des familles comme la mienne qui paient le prix de votre luxe. » La pièce tomba dans un lourd silence et Ellie sut qu'il ne restait plus rien à dire. Elle marcha vers la porte, mais avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Je ne m'excuse pas d'être venu ici avec la vengeance dans mon cœur, et je ne m'excuse pas d'avoir sauvé votre vie cette nuit-là, pour les nuits où nous avons parlé, pour tout ce qui s'est passé entre nous. Cela a peut-être commencé par la tromperie, mais ça ne s'est pas terminé ainsi. Du moins pas pour moi. » Conrad ne dit rien. Seulement resta là à la fixer avec des yeux vides, comme un homme qui venait de perdre quelque chose qu'il n'avait pas su posséder. Ellie quitta la pièce, descendit les escaliers, passa devant Maggie, debout dans le couloir avec une expression indéchiffrable, et sortit du manoir Caldwell sans se retourner, portant un cœur saignant et des questions sans réponse sur ce qui avait vraiment existé entre elle et l'homme qu'elle était venue haïr. Pourtant, partait avec quelque chose d'entièrement différent. La nuit où Ellie est partie, Conrad ne dormit pas. Il s'assit dans le bureau de son père, la pièce qu'il avait évitée pendant 17 ans depuis le jour où l'homme était mort, et pour la première fois ouvrit les vieilles boîtes de dossiers qu'il n'avait jamais voulu voir. Des centaines de noms, des centaines de visages sur des photographies en noir et blanc, des centaines d'histoires de personnes qui avaient emprunté de l'argent à l'Empire Caldwell et n'avaient pas pu le rembourser. Il trouva le dossier de James Brennan, une fine pile de papier avec une photographie d'un homme qui semblait épuisé et brisé. Et Conrad lut chaque ligne, chaque prêt, chaque menace, chaque pas vers l'enfer que son empire avait forcé cet homme à faire. Il n'avait pas signé ce prêt lui-même. Il avait été géré par des subordonnés, mais il était celui au sommet, celui qui bénéficiait de chaque dollar extorqué à la désespoir de quelqu'un d'autre, et cela ne le rendait pas moins coupable que l'homme qui délivrait les menaces. Conrad se versa un verre de whisky, puis fixa le liquide ambré brillant à la lumière des bougies, et se souvint des mots d'Ellie qu'à chaque verre qu'il buvait, il y avait des familles qui payaient le prix. Il posa le verre sans boire et continua de lire. Lisant jusqu'à ce que le soleil se lève et que la lumière du matin se glisse dans la pièce pleine d'ombre dans laquelle il s'était enfermé. Au même moment, à plus d'1 heure de route du manoir Caldwell,
Ellie était assise sur le sol de son studio froid et Hanel Park et pleura pour la première fois depuis le jour où sa sœur Molly était morte. Elle ne savait pas si elle pleurait pour la vengeance qu'elle avait perdue, pour Conrad lui-même, ou pour la réalisation qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. L'appartement était exactement comme elle l'avait laissé 3 semaines plus tôt, sombre et humide, avec une fissure au plafond et le bruit de rats dans les murs. Mais maintenant, il semblait plus froid et plus vide, comme si les nuits dans le manoir Caldwell l'avaient endurci pour la vie qu'elle avait autrefois appelée normale. Son téléphone sonna à 7 heures du matin. Et quand elle vit le numéro du Massachusetts General Hospital à Boston, son cœur s'arrêta une seule seconde. Mademoiselle Brennan. La voix au bout du fil était calme et professionnelle. « Oh, votre sœur Rosie Brennan a été admise aux urgences la nuit dernière. Son état s'est considérablement aggravé et nous avons besoin d'un membre de la famille ici immédiatement. » Ellie resta assise là, le téléphone pressé contre son oreille, et sentit son monde s'effondrer. Rosie était tout ce qu'il lui restait. La raison pour laquelle elle travaillait des doubles corps, la raison pour laquelle elle n'avait jamais abandonné, peu importe à quel point la vie devenait dure. Et maintenant Rosie était allongée dans un hôpital dans une autre ville, et Ellie n'avait même pas l'argent pour acheter un billet d'avion pour la voir. Elle vérifia son compte bancaire, 47 $, pas assez pour un repas correct, encore moins pour un billet d'avion ou des factures médicales. Elle était assise là, impuissante et perdue, quand on frappa à la porte. Ellie ouvrit et se figea quand elle vit Finn Caldwell, debout dans le couloir sombre de l'immeuble. Son sourire charmant complètement déplacé contre les murs écaillés et l'odeur d'humidité. « Bonjour, Eleanor, dit Finn. J'ai entendu dire que vous aviez quitté le manoir dans des circonstances moins qu'agréables, et j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'un ami. » Ellie ne l'invita pas à entrer, mais ne ferma pas la porte non plus. « Que voulez-vous? » Finn entra sans attendre la permission et regarda autour de l'appartement avec un dégoût non dissimulé. « Je veux vous aider. Ou plus précisément, je veux que nous nous aidions mutuellement. Je sais que votre sœur vient d'être hospitalisée et que vous n'avez pas d'argent. Je peux résoudre ce problème. » Ellie l'étudia attentivement. « Et en retour de quoi? » Finn sourit, le sourire d'un serpent sur le point d'avaler sa proie. « Je veux des informations sur mon frère, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il planifie. Vous avez été avec lui pendant 3 semaines et je suis sûr que vous savez des choses qui sont précieuses. Vous voulez que je trahisse Conrad? » dit Ellie d'une voix plate. « Je veux que vous m'aidiez à protéger ma famille, » répondit Finn, sa voix douce comme le miel, bien qu'Ellie entendit le poison en dessous. « Mon frère nous mène à la ruine avec des décisions de plus en plus émotionnelles. Quelqu'un doit sauver l'empire Caldwell de Conrad lui-même. » Ellie le regarda un long moment dans les yeux bruns chauds qui semblaient faux et le sourire qui ne les atteignait jamais, et elle sut instantanément que Finn Caldwell était bien plus dangereux que son frère, parce que Conrad au moins savait qu'il était un monstre, tandis que Finn prétendait être bon avec un couteau déjà en attente derrière son dos. « Non, » dit-elle, sa voix froide et finale. « Je me fiche de combien vous payez. Je n'espionnerai pas pour vous. » Les yeux de Finn s'assombrirent une brève seconde avant que le sourire charmant ne revienne. « Vous devriez y repenser, Eleanor. Votre sœur a besoin d'argent et vous n'avez pas d'autres options. Je laisserai l'offre ouverte. Quand vous changerez d'avis, appelez-moi. » Il posa une carte de visite sur la table et sortit de l'appartement, laissant Ellie seule avec son désespoir et une décision qu'elle savait la hanterait peu importe le chemin qu'elle choisirait. Une semaine après le départ d'Ellie, Conrad reçut un appel d'une source qu'il n'avait jamais pensé le contacterait. L'agent du FBI Marcus Wheeler, l'homme qui avait traqué l'empire Caldwell pendant 5 ans et était devenu l'ennemi juré de la famille. « Rendez-vous au café au coin de Clark et Diversity. »« Seul pas... » « Darm, » dit Wheeler au téléphone. « J'ai des informations que vous devez savoir et ce n'est pas un piège. Si je voulais vous arrêter, je l'aurais fait il y a longtemps. » Conrad savait que ça pouvait être un coup monté, mais la curiosité et un profond sentiment d'effroi le poussèrent à la réunion.
Wheeler était assis dans le coin du café avec une tasse de café noir froid, son visage marqué par l'épuisement d'un homme qui avait passé sa carrière à chasser des ombres. Et quand Conrad prit le siège en face de lui, Wheeler fit glisser une enveloppe brune sur la table. « Ouvrez-la, dit Wheeler. Vous n'allez pas aimer ce qu'il y a à l'intérieur. » Conrad ouvrit l'enveloppe et sentit son sang se glacer quand il vit les photos de surveillance. Son frère Finn rencontrant Victor Kovac dans un entrepôt à la périphérie de Chicago. Finn échangeant des documents avec l'un des lieutenants les plus proches de Kovac. Finn serrant la main de l'ennemi comme s'ils étaient des partenaires commerciaux de longue date. « Votre frère vend des informations à Kovac depuis 6 mois. Wheeler dit qu'il est celui qui a monté l'embuscade pour vous tuer. Il veut le trône et il ne veut pas attendre. » Conrad fixa les photos et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas son cœur, parce qu'il n'était pas sûr d'en avoir un à briser, mais sa dernière croyance restante dans le sang, en la famille, dans la signification du mot frère. « Pourquoi me dites-vous cela? » demanda Conrad, sa voix rauque. « Parce que je déteste Kovac plus que je ne vous déteste, » répondit Wheeler sans hésitation. « Et parce que quand vous vous tuez entre vous, mon travail devient plus facile. Considérez cela comme un cadeau d'un ennemi commun. » Conrad quitta le café et appela Tommy. « Trouvez Finn maintenant. » Mais quand les hommes de Tommy atteignirent le penthouse de Finn dans la Gold Coast, il était vide, vêtements disparus, compte bancaire vidé et un téléphone laissé sur le lit comme une insulte finale. Finn avait disparu dans l'obscurité avec les secrets qu'il avait vendus, et Conrad savait que son frère se tenait maintenant de l'autre côté de la ligne. Non plus du sang, mais un ennemi. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Ellie rentrait chez elle après un quart de nuit dans une clinique illégale du Sud où elle avait trouvé du travail sans papier quand une camionnette noire s'arrêta au trottoir à côté d'elle. Elle réalisa le danger une seconde trop tard alors que 2 hommes sautèrent et l'attrapèrent. Une main se referma sur sa bouche avant qu'elle ne puisse crier et une aiguille s'enfonça dans son cou avec quelque chose qui fit flouter le monde rapidement. Avant de perdre complètement connaissance, elle entendit la voix d'un homme avec un fort accent d'Europe de l'Est. Caldwell viendra la chercher et quand il le fera, nous serons prêts. Ellie sombra dans l'obscurité, sa dernière pensée fixée sur Conrad, sur les yeux gris qu'elle avait quittés et sur l'amère vérité qu'elle pourrait mourir sans jamais lui dire ce qu'elle venait seulement de s'avouer à elle-même. 3 heures après la disparition d'Ellie, le téléphone de Conrad sonna et une vidéo arriva d'un numéro inconnu. L'écran montrait Ellie avec ses mains liées, sa bouche scotchée, ses yeux verts grands ouverts de peur, fixant directement la caméra, tandis que la voix de Victor Kovac traversait froide comme la mort elle-même. « Caldwell, j'ai quelque chose que vous voulez. Si vous la voulez vivante, venez seul à l'ancien entrepôt de Gary, Indiana, à minuit. N'amenez personne. N'appelez pas la police ou elle mourra très lentement et dans une grande douleur. » Conrad regarda la vidéo et sentit quelque chose qu'il avait cru mort il y a longtemps s'enflammer dans sa poitrine. Non pas l'amour, mais la terreur absolue d'un homme sur le point de perdre la seule chose qui restait et qui donnait encore un sens à sa vie sombre et violente. Ellie se réveilla dans l'obscurité avec une douleur sourde et pulsatile dans son cou, où l'aiguille avait percé sa peau et le goût métallique de sang sur ses lèvres, où elle avait mordu quand elle avait été traînée dans la camionnette. Il lui fallut quelques secondes pour que ses yeux s'habituent à la faible lumière, et elle réalisa qu'elle était dans une petite pièce, probablement un ancien bureau à l'intérieur d'un entrepôt abandonné, avec des murs de béton gris et une seule ampoule de plafond se balançant au-dessus. Ses mains étaient liées derrière son dos avec des attaches en plastique tirées assez fort pour engourdir ses poignets, mais ses jambes étaient liées et elle était assise sur une chaise en bois, abîmée plutôt que d'être enchaînée à un mur comme dans les films qu'elle avait vus autrefois. La porte métallique s'ouvrit en grinçant et un homme entra, grand avec des cheveux blancs argentés et des yeux bleus froids comme de la glace, son visage sculpté d'angles nets d'Europe de l'Est, et le sourire de quelqu'un habitué à infliger de la douleur aux autres. Victor Kovac.
Ellie devina le patron ukrainien dont elle avait entendu Tommy parler dans des appels téléphoniques qu'elle avait fait semblant de ne pas entendre. La fille de Caldwell, dit Kovac, son accent lourd, mais son anglais impeccable. Ou plus précisément, la fille dont Caldwell fait semblant de ne pas se soucier. Mais je le connais. Je sais comment il vous regarde dans les images de surveillance que mes hommes ont renvoyées. Il viendra pour vous. Je ne suis pas sa femme, dit Ellie, sa voix rauque de soif mais stable. J'ai quitté le manoir Caldwell il y a plus d'une semaine et nous n'avons pas parlé depuis. Il ne viendra pas pour moi. Kovac rit, le son sec comme des feuilles écrasées. Vous mentez bien, mais pas assez bien. Finn m'a tout dit sur la façon dont son frère vous regarde, sur comment il a changé quand vous étiez prêt, sur comment il dit votre nom dans son sommeil sans savoir que quelqu'un écoute. Ellie sentit son cœur se serrer à cela, mais elle garda son visage impassible, étudiant plutôt la pièce, marquant la porte, la petite fenêtre dans le coin et le bourdonnement lointain de la machinerie industrielle. Kovac l'interrogea pendant les 2 heures suivantes, lui posant des questions sur les opérations de Conrad, les réunions auxquelles elle aurait pu assister, les appels qu'elle aurait pu entendre, mais Ellie ne savait vraiment pas grand-chose. Et ce qu'elle savait, elle décida que ça irait dans la tombe avec elle. Il ne la frappa pas, ne la tortura pas, comme elle l'avait imaginé, parce que Kovac était plus intelligent que ça. Il savait qu'Ellie n'était précieuse que tant qu'elle restait intacte comme le vieil. Un otage battu rendrait Conrad imprudent, mais un mort était inutile. Quand Kovac la laissa seule avec un seul garde devant la porte, Ellie se mit au travail. Elle se souvint de fragments qu'elle avait glonnés pendant son séjour au manoir Caldwell, y compris le fait que Tommy suivait toujours la localisation de Conrad via une application sur son téléphone et que Conrad faisait de même avec les gens qui lui importaient sans le leur dire. Elle ne savait pas si Conrad avait mis un traceur sur son téléphone, mais elle savait qu'il avait été pris quand elle avait été attrapée, et si elle avait de la chance, il était encore quelque part dans cet entrepôt. Elle commença à faire du bruit, faisant semblant de paniquer, criant pour de l'eau pour la salle de bain, exigeant de parler à Kovac, tout pour forcer le garde à ouvrir la porte et à entrer. Quand il entra avec une expression agacée et une bouteille d'eau, Ellie remarqua son téléphone dépassant de la poche de sa veste, probablement gardé comme un trophée ou destiné à être vendu plus tard. Elle fit semblant de boire, puis toussa violemment, forçant le garde à se pencher plus près. Et à ce moment, elle vit ce qu'elle avait besoin de voir. Le téléphone avait encore de l'énergie et le voyant de notification clignotait, ce qui signifiait qu'il était actif. Et s'il y avait un logiciel de suivi, il transmettait toujours un signal. Elle avait seulement besoin que ce téléphone reste près d'elle assez longtemps pour que Conrad trouve l'emplacement. Et elle ferait n'importe quoi pour survivre jusqu'à ce que cela arrive. Non pas parce qu'elle croyait qu'il viendrait, mais parce qu'elle refusait de mourir aux mains de l'ennemi de son ennemi, sans voir l'homme qu'elle y aimait une dernière fois. Conrad se tenait dans son bureau, fixant le signal GPS clignotant sur l'écran de son ordinateur portable. Un minuscule point rouge enfoui dans une zone industrielle abandonnée de Gary, Indiana, l'endroit où la femme qu'il avait essayé de chasser de sa vie était retenue par son ennemi. Il avait installé l'application de suivi sur le téléphone d'Ellie dès son tout premier jour au manoir. Une habitude paranoïaque dont il n'aurait jamais imaginé être reconnaissant. Et maintenant, cette habitude pourrait être la seule chose qui la maintenait en vie. Tommy se tenait à côté de lui, son visage tendu de tension. « Patron, Kovac a au moins 20 hommes là-bas. Nous pouvons mobiliser suffisamment de personnes, mais ce sera un bain de sang, et il n'y a aucune garantie qu'elles survivent. » Conrad savait que Tommy avait raison. Assaillir le repère de Kovac avec une force égale était un pari 50-50, et la vie d'Ellie n'était pas quelque chose sur quoi il était prêt à parier. Il avait besoin d'une autre voie. Une voie qu'il n'avait jamais pensé même envisager. Et quand il décrocha le téléphone et appela l'agent Wheeler, il sut qu'il franchissait une ligne dont il ne pourrait pas revenir. « Wheeler » dit Conrad quand l'appel fut connecté.
J'ai besoin du soutien du FBI pour un raid sur un site à Gary, Indiana, dans 3 heures. Kovac est là avec un otage. Le rire sec de Wheeler crépita à travers la ligne. Et pourquoi vous aiderais-je, Caldwell? Vous pensez que le FBI est votre armée privée? Parce que je vous donnerai ce que vous voulez, répondit Conrad, sa voix froide et finale, comme s'il signait son propre arrêtement témoignage. Je témoignerai contre Kovac et son réseau. Je vous donnerai suffisamment de preuves pour le mettre en prison à vie. En échange, vous me donnez l'immunité temporaire et le soutien tactique pour le raid de ce soir. La ligne se tut un long moment et Conrad pouvait imaginer Wheeler pesant l'offre, calculant si c'était une opportunité ou un piège. Juste Kovac, demanda finalement Wheeler. Kovac est quiconque vous voulez de son réseau, répondit Conrad. Mais pas mes gens, pas ma famille. C'est la condition. Il savait qu'il demandait trop, mais c'était une négociation, et il devait garder autant qu'il pouvait. Il y eut une autre pause. Puis Wheeler dit, « D'accord, mais je veux une chose de plus. Vous fermez l'usure et fermez les casinos clandestins complètement et de manière permanente. C'est le prix pour que je détourne les yeux du reste de votre empire. » Conrad ferma les yeux et réfléchit à ce que Wheeler exigeait. L'usure et le jeu représentaient près de 40 des revenus de l'Empire Caldwell. Ils étaient la fondation que son père avait construite, l'épine dorsale du pouvoir de la famille pendant 3 générations. Puis il pensa à Ellie, à ses yeux verts quand elle lui avait dit qu'à chaque verre de whisky qu'il buvait, il y avait des familles qui payaient le prix. Et il réalisa que cela pourrait ne pas être un sacrifice du tout, mais une libération. Une libération du poids de la culpabilité qu'il avait portée toute sa vie sans jamais l'admettre. « D'accord, dit Conrad. Envoyez votre équipe au point de rendez-vous dans 2 heures. Nous coordonnerons un assaut à 2 volets et je veux une priorité absolue sur la sécurité des otages. » Quand l'appel se termina, Tommy le regarda avec une expression que Conrad n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de choc et de respect. « Vous avez juste abandonné presque la moitié de l'Empire pour une femme, dit Tommy, son ton non pas jugeant, juste énonçant un fait. Conrad ne le regarda pas, ses yeux fixés sur le point rouge clignotant sur l'écran. « Pas pour une femme, Tommy. Pour la seule femme qui m'ait jamais regardé dans les yeux sans avoir peur. Pour la seule femme qui m'ait jamais dit que je n'étais pas un monstre. Et parce que pour la première fois de ma vie, je veux croire qu'elle avait raison. À minuit à Gary, Indiana, l'ancien entrepôt d'une entreprise sidérurgique qui avait fait faillite 20 ans plus tôt, gisait silencieux dans la zone industrielle abandonnée comme une bête endormie. Ignorante qu'une tempête était sur le point d'éclater, Ellie n'avait pas perdu de temps à attendre d'être secourue. Elle avait passé les 4 dernières heures à frotter silencieusement les attaches en plastique contre le bord tranchant de la chaise en bois pourri sur laquelle elle était assise, cassant un brin à la fois, en faisant semblant de s'assoupir chaque fois que le garde jetait un coup d'œil par la petite fenêtre en verre dans la porte métallique, quand le premier coup de feu brisa le silence de la nuit. Ellie était presque libre. Seuls quelques brins tenaient encore ses poignets. Et elle tordit ses bras avec chaque once de force qu'elle avait jusqu'à ce qu'il cède. Le garde paniqua et courut dehors pour voir ce qui se passait. Et ce fut toute l'opportunité dont Ellie avait besoin. Elle se leva, jambes engourdies d'avoir été assise trop longtemps, fouilla la pièce en une poignée de précieuses secondes et trouva une barre de fer rouillée dans le coin. Pas une arme idéale, mais assez pour se défendre. Dehors, l'enfer avait éclaté. Conrad mena ses hommes de l'Est, tandis que l'équipe SWAT du FBI sous Wheeler fit irruption de l'Ouest, formant une pince se resserrant autour du bastion de Kovac. Des coups de feu explosèrent sans arrêt, comme des feux d'artifice mortels. Le verre se brisa. Des hommes crièrent, des corps frappant le froid sol en béton. Conrad se déplaça à travers les ombres avec son arme à la main et son cœur martelant sa poitrine. Non par peur, mais par le savoir qu'Ellie était quelque crainte à l'intérieur de ce labyrinthe d'acier et de béton, et il devait l'atteindre avant qu'il ne soit trop tard. Tommy resta à ses côtés comme une ombre loyale,
abattant les hommes de Kovac avec la froide précision d'un tueur professionnel. Il poussait vers l'ancienne aile des bureaux où le signal GPS plaçait Ellie quand une voix familière appela derrière eux. « Frère ». Conrad se retourna et vit Finn debout au bout du couloir avec son pistolet pointé droit sur lui, le visage de son frère tordu d'une haine et d'une folie que Conrad n'avait jamais vues auparavant. « Tu as toujours tout eu, dit Finn, sa voix tremblante de 32 ans de rage enfouie. Papa t'aimait. Maman était fière de toi. Le monde entier s'agenouillait à tes pieds. Et j'étais juste l'ombre, le frère plus jeune inutile dont personne ne se souvenait. » Conrad garda son arme baissée, sa voix stable même si son cœur se brisait. « Je n'ai jamais voulu ça, Finn. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes ainsi. Si tu m'avais dit, peut-être que les choses auraient pu être différentes. »« C'est trop tard, » rugit Finn. « Trop tard pour les excuses, trop tard pour la famille. Ce soir, l'un de nous meurt et je m'assurerai que ce ne soit pas moi. » Finn appuya sur la gâchette, mais Conrad bougea. La balle déchirant son épaule avec une brûlure de douleur qui ne le fit pas tomber. Conrad riposta, non pas au cœur de Finn, mais à sa jambe, et Finn s'effondra, criant alors que la balle déchirait sa cuisse. Conrad enjamba son frère saignant sur le sol et éloigna le pistolet de Finn d'un coup de pied. « Je ne te tue pas, dit Conrad, sa voix lasse et triste. Non pas parce que tu mérites de vivre, mais parce que je ne porterai plus de sang de famille sur mes mains. Tu seras jugé et paieras pour ce que tu as fait, mais tu vivras. » Il se détourna, tandis que Finn hurlait des malédictions derrière lui. Et Tommy resta en arrière pour s'assurer que Finn ne s'échappait pas avant l'arrivée du FBI. Conrad courut vers l'aile des bureaux, et quand il ouvrit la porte métallique de la pièce où Ellie avait été retenue, il la trouva debout là avec la barre rouillée dans ses mains, et deux des hommes de Kovac inconscients à ses pieds. Ellie le regarda, cheveux ébouriffés, visage contusionné, mais ses yeux verts toujours flamboyants de la vie et de la résilience qu'il avait aimée dès le premier instant où il l'avait vue. « Vous êtes en retard, dit-elle, sa voix rauque, mais portant cette pointe familière d'humour sec. J'ai presque terminé le travail moi-même. » Conrad s'avança vers elle. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. Chaque excuse, chaque explication, chaque confession se logea dans sa gorge comme si le langage lui-même l'avait abandonné au moment le plus critique. Au lieu de cela, il resta là à la regarder. Et Ellie vit dans ses yeux gris quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La peur d'un homme qui avait presque perdu ce qui importait le plus. Le soulagement de quelqu'un juste sauvé. Et l'amour, brut et imparfait, mais plus réel que tout ce qu'il avait jamais ressenti. « Je suis désolé », réussit enfin Conrad, sa voix se brisant comme si les murs qu'il avait construits toute sa vie s'effondraient. « À propos de votre père, à propos de votre famille, à propos de tout, je suis désolé. » Ellie baissa la barre de fer et s'approcha, plaçant sa main durcie par le travail contre sa joue, et dit ce qu'elle avait porté en elle pendant des semaines. Je sais et je vous pardonne, non pas pour ce que vous avez fait, mais pour qui vous choisissez d'être à partir de ce moment. Dehors, les coupes de feu s'étaient tues et les sirènes de police hurlaient dans la nuit, signalant que la bataille était terminée. Mais pour Conrad et Ellie, un nouveau chapitre venait juste de commencer. L'aube se leva sur Gary, Indiana, avec une lumière dorée pâle se répandant sur l'entrepôt, maintenant transformé en scène de crime, entouré de rubans jaunes et de lumières de police rouges et bleues clignotantes. Victor Kovac gisait mort dans son bureau du 2e étage. 3 balles dans sa poitrine tirées de l'arme d'un agent du FBI quand il a choisi de résister plutôt que de se rendre, mettant fin à 20 ans de construction d'un empire criminel avec une mort dépourvue de gloire. Finn Caldwell fut chargé dans une ambulance menottée. Sa blessure à la cuisse grossièrement bandée, ses yeux rencontrant ceux de Conrad une dernière fois avant que les portes ne se ferment. Et dans ses yeux bruns, il n'y avait plus de haine maniaque, seulement le vide creux de quelqu'un qui avait tout risqué et tout perdu. Wheeler s'approcha de Conrad alors qu'il était assis sur les marches devant l'entrée avec Ellie à ses côtés. Tous deux épuisés et silencieux.
Nous devons parler de l'accord, dit Wheeler, sa voix dépouillée de son hostilité habituelle et ne portant que la lassitude d'un homme qui n'avait pas dormi non plus. Conrad hocha la tête et se leva, regardant Ellie une dernière fois avant de suivre Wheeler vers un véhicule du FBI garé à proximité, et elle comprit que c'était une bataille qu'il devait affronter seul. La négociation dura 3 heures pendant qu'Ellie était emmenée à l'hôpital pour évaluation. Et quand Conrad sortit finalement du véhicule du FBI, il avait signé un accord qui allait tout changer. Il témoignerait contre ce qui restait du réseau COVAX, fournissant des preuves et des documents sur les opérations du syndicat ukrainien au cours des 5 dernières années. En échange, il reçut l'immunité pour lui-même et ceux qui lui étaient loyaux à la condition que toutes les opérations d'usure et de jeux clandestins soient enfermées de manière permanente dans les 6 mois. C'était presque la moitié de l'empire Caldwell, presque la moitié de la fortune que 3 générations avaient construite avec du sang et des larmes. Pourtant, Conrad accepta sans hésitation parce qu'il savait que c'était le prix non seulement pour sauver Ellie, mais pour sauver sa propre âme, quand il retourna au manoir Caldwell cet après-midi-là. Maggie attendait dans le salon avec une expression indéchiffrable. « J'ai entendu parler de Finn, dit-elle, sa voix calme, bien que Conrad vit ses mains trembler légèrement. Ils disent qu'il sera accusé de trahison, de complot en vue de commettre un meurtre et d'une liste d'autres crimes. Il pourrait passer 20 ans ou plus en prison. Je suis désolé, dit Conrad. Je n'avais pas le choix. Si je ne lui avais pas tiré dessus, il m'aurait tué. Maggie fut silencieuse un long moment. Puis elle fit quelque chose que Conrad n'avait jamais pensé voir. Elle s'approcha et plaça sa main sur sa joue comme elle le faisait quand il était enfant. Avant qu'elle ne devienne la veuve d'acier, avant qu'elle n'oublie comment aimer. « Je sais, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion qu'elle avait enterrée pendant des décennies. Je sais que vous n'aviez pas le choix, et je sais que Finn a choisi son propre chemin. J'étais trop aveugle pour voir ce qui se passait juste devant moi, trop occupé à tout contrôler pour me souvenir que mes enfants avaient besoin d'amour, pas seulement de protection. » Conrad regarda sa mère, et pour la première fois depuis de nombreuses années. Il ne vit pas la veuve d'acier, mais une femme en deuil qui avait perdu un fils à la noirceur dont elle ne pouvait le ramener. « Ils m'ont aussi parlé de votre accord avec le FBI, continua Maggie, sur vous abandonnant presque la moitié de l'Empire. Votre père aurait été furieux s'il était encore en vie. Mais il ne l'est pas, répondit Conrad. Et je ne suis pas lui. Je ne veux plus construire un empire sur les os de familles innocentes, mère. J'ai vu les conséquences de ce que nous faisons, et je ne peux pas continuer à prétendre que cela n'a pas d'importance. » Maggie l'étudia longtemps, puis hocha la tête lentement. « Alors faites ce que vous avez à faire. Je serai avec vous. Non pas parce que je suis d'accord avec tout ce que vous faites, mais parce que vous êtes mon fils et que j'ai déjà trop perdu. Je ne vous perdrai pas non plus. » Ce n'était pas un pardon complet, pas une acceptation inconditionnelle. Mais pour la famille Caldwell, ce n'était rien de moins qu'un miracle. Les mois qui suivirent furent la période la plus difficile de la vie de Conrad Caldwell. Non pas à cause de la violence ou du danger, mais parce qu'il fut forcé d'affronter quelque chose de bien plus terrifiant que des coups de feu, le jugement public et la trahison de personnes qui lui avaient autrefois fait confiance. Le procès contre le réseau COVAX commença en mars et s'étendit sur 4 longs mois. Et chaque semaine, Conrad prit la barre des témoins pour raconter ce qu'il savait des opérations du syndicat ukrainien, les réunions secrètes, les arrangements en coulisses, les morts qu'il avait vus ou dont il avait entendu parler par ouï-dire. Il n'était pas tenu de témoigner contre ses propres gens. Cela avait été une condition de l'accord, mais il devait quand même parler d'anciens alliés, d'hommes qui avaient fait affaire avec les Caldwell et Kovac pendant des années et qui le fixaient maintenant depuis les bancs des accusés avec des yeux pleins de haine et de trahison. Dans le monde souterrain, la réputation de Conrad fut détruite au-delà de toute réparation. Il fut étiqueté un mouchard, un rat, un traître qui avait vendu les siens pour se sauver.
Mais Conrad ne s'en souciait plus. Il était épuisé par les règles de ce monde. Épuisé de prétendre que l'honneur criminel signifiait quoi que ce soit de noble. Ellie resta à ses côtés à travers tout cela. Non pas comme une amante parce qu'ils n'ont jamais parlé de ce qui s'était passé entre eux, mais comme une amie, une compagne, quelqu'un qui l'avait vu au pire et avait encore choisi de rester. Elle s'assit au dernier rang de la salle d'audience chaque jour, ne disant rien. Pourtant, sa seule présence était suffisante pour que Conrad sache qu'il n'était pas seul. Ils ne se touchèrent pas, ne parlèrent pas de sentiments, ne firent pas de promesses parce qu'ils savaient tous deux qu'ils avaient besoin de temps pour guérir, pour comprendre ce qu'ils voulaient vraiment, pour se reconstruire avant de tenter de construire quoi que ce soit ensemble. Ellie retourna à Boston 2 semaines après le sauvetage pour s'occuper de Rosie. Et Conrad paya discrètement chaque facture d'hôpital et coût de traitement sans qu'Ellie le sache jamais, l'arrangeant par l'intermédiaire de Tommy, de sorte que cela semblait être un programme d'assistance médicale plutôt que de l'argent de sa propre poche. Même ainsi, Ellie retournait à Chicago chaque semaine pour le procès, voyageant d'avant en arrière comme si la distance de 1000 miles ne signifiait rien du tout. Et Conrad comprit que ce geste parlait plus fort que n'importe quel mot n'aurait jamais pu. 6 mois passèrent comme un long et turbulent rêve. Finn fut condamné à 22 ans de prison pour complot en vue de commettre un meurtre et espionnage au nom d'une organisation criminelle étrangère. Maggie rendit visite à son fils plus jeune une fois derrière les barreaux et ne revint jamais, disant qu'elle avait besoin de temps pour pardonner et ne savait pas si elle avait assez de temps pour le faire. L'Empire Caldwell rétrécit dramatiquement alors que les casinos clandestins furent fermés et l'usure fut entièrement effacée. Mais Conrad se concentra sur l'expansion d'entreprises légitimes, immobilières, restaurants et investissements que son père avait autrefois rejetés comme insuffisamment rentables. Il n'était plus le plus puissant chef de gang de Chicago, mais il n'était plus le monstre qu'il croyait avoir été forcé de devenir non plus. Une nuit de septembre, après la fin de la dernière session du procès, et Conrad était assis seul dans son bureau, regardant la ligne d'horizon de Chicago, scintillante de lumière, son téléphone vibra avec un message d'Ellie. « Je suis de retour à Boston. Rosie va beaucoup mieux. Les médecins disent qu'elle peut vivre une vie normale si elle continue le traitement. Merci pour tout. Même si vous pensez que je ne savais pas, je savais. J'ai toujours su. » Conrad lut le message et sourit pour la première fois depuis des mois, puis répondit « Vous méritez le bonheur, Eleanor. Vous et Rosie le méritez. J'espère que vous le trouverez. » Il ne dit pas qu'elle lui manquait, ne dit pas qu'il l'aimait, ne dit pas que chaque nuit il pensait à elle avant de dormir, parce qu'il savait qu'elle avait besoin d'espace. Et il avait besoin de prouver qu'il avait vraiment changé, non pas avec des mots, mais avec la vie qu'il choisit de vivre à partir de ce moment-là. Cet hiver à Chicago arriva plus tôt et plus rigoureux que d'habitude. La neige recouvrant les rues dès novembre et les températures descendant en dessous de moins 20 degrés les nuits les plus froides. Conrad avait terminé 6 mois d'assignation à résidence la semaine précédente. Le moniteur électronique à sa cheville, finalement retiré par un agent de probation au visage impassible, et pour la première fois depuis 6 mois, il pouvait franchir les portes du domaine Caldwell sans demander la permission à personne. 6 mois confiné à l'intérieur de sa propre maison lui avaient donné plus qu'assez de temps pour réfléchir à ce qu'il avait fait, ce qu'il avait perdu et ce qu'il voulait pour l'avenir. L'Empire Caldwell n'était plus qu'une ombre de son ancien apogée. Revenu en baisse de plus de la moitié depuis la fermeture des opérations clandestines, et beaucoup des hommes qui s'agenouillaient autrefois devant lui étaient partis vers de nouveaux maîtres. Ce qui restait cependant était plus propre. Le groupe de restaurants Caldwell s'étendait dans 3 nouvelles villes. La branche immobilière générait des profits réguliers et pour la première fois dans l'histoire de la famille, leurs livres pouvaient résister à l'examen de toute autorité fiscale. Tommy resta à ses côtés, loyal comme jamais. Bien que l'homme de 45 ans ait transité vers le rôle de directeur de la sécurité légitime plutôt que d'un exécuteur des règles du monde souterrain, Maggie vivait toujours dans le domaine,
mais elle avait changé de manière subtile que seuls ceux proches d'elle remarqueraient. Et certains soirs d'hiver, elle s'asseyait avec Conrad autour d'un thé et lui racontait des histoires sur son père qu'elle n'avait jamais partagées auparavant, sur l'homme qu'il était avant que le pouvoir et l'obscurité ne l'engloutissent en entier. À Boston, à plus de 1000 miles de Chicago, Ellie reconstruisait sa vie pièce par pièce. Rosie allait bien mieux grâce à un nouveau programme de traitement que l'hôpital offrait via un fonds d'assistance. Elle ne savait toujours pas que Conrad avait arrangé et les sœurs avaient déménagé dans un appartement modeste, mais chaleureux et propre de 2 chambres à Jamaica Plain qui leur appartenait vraiment. Ellie était retournée à l'école, avait terminé le programme d'infirmière autorisé qu'elle avait abandonné des années plus tôt et travaillait maintenant dans une clinique communautaire à Roxbury, soignant des patients non assurés qui ressemblaient beaucoup à celles qu'elle avait avant que le destin ne la mène dans une sombre ruelle du sud de Chicago. Elle et Conrad n'avaient pas parlé depuis ce dernier message 6 mois plus tôt. Non pas parce qu'ils se haïssaient ou s'oubliaient, mais parce qu'ils avaient tous deux besoin de temps pour devenir de meilleures versions d'eux-mêmes avant d'affronter ce qui s'était passé entre eux. Cela ne signifiait pas qu'ils ne pensaient pas l'un à l'autre. Conrad suivait toujours les nouvelles d'Ellie par un contact discret qu'il avait engagé pour s'assurer qu'elle et Rosie étaient en sécurité. Et Ellie lisait toujours des articles sur le procès Kovacs, l'effondrement de l'empire criminel, et l'homme qui avait autrefois été un chef de la mafia craint essayant maintenant de vivre une vie ordinaire. La veille de Noël, Ellie était assise près de la fenêtre de l'appartement, regardant la neige tomber sur les rues de Boston, et pensa à Conrad, à ses yeux gris dans cette pièce d'entrepôt à Gary, Indiana, à sa voix hésitante quand il s'était excusé, à la main rugueuse qui avait autrefois caressé sa joue la nuit où ils avaient presque embrassé. Rosie s'assit à côté d'elle avec 2 tasses de chocolat chaud et demanda doucement si elle pensait toujours à lui. Ellie ne répondit pas, seulement fixa les lumières de Noël clignotantes sur les branches nues des arbres, son cœur plein de questions sans réponse claire. « Vous devriez l'appeler, » dit Rosie. « La vie est trop courte pour la gaspiller à attendre que quelqu'un d'autre agisse le premier. Si vous l'aimez, alors dites-le lui. Et si vous ne l'aimez pas, alors lâchez prise et continuez à vivre. Mais ne restez pas bloqué au milieu comme ça pour toujours. » Ellie regarda sa sœur et sourit tristement. « Quand êtes-vous devenu si sage? Depuis que vous êtes allé à Chicago et m'avez laissé affronter la vie seule, » répondit Rosie avec un sourire espiègle. « Les gens grandissent vite quand il n'y a plus personne sur qui s'appuyer. » Cette nuit-là, Ellie était allongée dans son lit, fixant le plafond, pensant aux mots de Rosie et se demandant si elle était assez courageuse pour faire ce que sa sœur suggérait. Si elle osait retourner à Chicago et affronter l'homme qu'elle avait quitté, et si elle osait croire qu'il méritait une fin différente de celle que le destin semblait avoir écrite pour eux. La veille du Nouvel An, alors que les feux d'artifice commençaient à exploser au-dessus du ciel de Boston et que les rires des voisins dérivaient à travers les murs minces, Ellie entendit frapper à la porte. Et quand elle l'ouvrit, Conrad Caldwell était debout là dans un manteau noir saupoudré de neige, ses yeux gris retenant tout ce qu'il n'avait pas pu mettre en mots pendant une année entière. Il ne l'avait pas prévenu, n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message parce qu'il savait que s'il le faisait, elle pourrait refuser de le voir et il perdrait le courage qu'il lui avait fallu des mois pour rassembler. Ellie resta là à le regarder en silence. Et à ce moment calme, ils comprirent tous deux que c'était le point tournant. Le moment où ils choisissaient soit d'avancer ensemble, soit de se détourner et de marcher sur des chemins séparés pour toujours. Elle l'invita à entrer et ils s'assirent face à face dans le petit salon qu'Ellie et Rosie avaient transformé en foyer, tandis que Rosie disparaissait discrètement dans la chambre pour leur laisser de l'intimité. « Pourquoi êtes-vous venu ici, Conrad ?» demanda Ellie, sa voix ni froide ni chaude, juste la curiosité sincère de quelqu'un qui avait attendu trop longtemps. Conrad la regarda et parla lentement et prudemment, comme s'il pesait chaque mot. Il était venu parce qu'il avait passé 1 an à essayer de l'oublier et il avait échoué.
Parce que chaque nuit, elle était la dernière personne à laquelle il pensait avant de dormir. Et chaque matin, elle était la première personne à son esprit parce qu'il l'aimait, Eleanor Brennan, et il était épuisé de faire semblant de ne pas l'aimer. Ellie sentit son cœur s'emballer, mais elle ne laissa pas l'émotion l'emporter. « Savez-vous à quel point ce sera difficile? » demanda-t-elle. « Vous êtes un ancien chef de la mafia avec un passé taché de sang, et je suis la femme qui est venue vous chercher vengeance pour ma famille. Nous ne sommes pas un conte de fées, et nous ne le serons jamais. » « Je sais, dit Conrad, je sais qu'il y aura des nuits où je me réveillerai de cauchemars, et vous devrez me ramener. Je sais que les gens chuchoteront sur mon passé quand ils nous regarderont. Je sais qu'il y aura des moments où vous serez en colère contre ce que l'Empire Caldwell a fait à votre famille, et tout ce que je pourrai faire sera d'accepter cette colère. Je sais tout cela, et je veux toujours essayer parce que la vie sans vous est 1000 fois plus difficile. » Ellie fut silencieuse un long moment. Puis elle posa la question finale. « Le regrettez-vous? M'avoir sauvé, avoir abandonné la moitié de votre empire, tout ce que vous avez sacrifié. » Conrad rencontra son regard sans hésitation et dit « Jamais. Pas une seconde. Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et je renoncerai à tout de nouveau si je devais le faire. » Ellie se leva, s'approcha, et pour la première fois depuis la nuit où ils avaient presque embrassé dans le domaine Caldwell, elle se laissa faire ce que son cœur avait voulu pendant 1 an. Elle l'embrassa doucement d'abord, puis plus profondément, alors qu'il la tirait dans ses bras. Et à ce moment, avec des feux d'artifice éclatants à l'extérieur de la fenêtre et une nouvelle année commençant, ils se choisirent. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ne l'étaient pas et voulaient quand même essayer. 5 ans plus tard, un après-midi d'automne à Chicago, Ellie se tenait sur le balcon du penthouse qu'elle et Conrad avaient acheté ensemble. Regardant leur fille de 4 ans, Molly, nommée d'après la sœur qu'elle avait perdue, jouait dans le salon avec Rosie, qui était maintenant en pleine santé et travaillait comme gérante dans l'un des restaurants de la famille Caldwell. Leur vie n'était pas parfaite. Il y avait des nuits où Conrad se réveillait encore de cauchemars à propos de Nah et des gens qu'il avait tués. Des moments où Ellie sentait encore l'ombre du passé, quand elle regardait dans les yeux de son mari des arguments sur la parentalité, le travail et les centaines de petites choses que chaque couple affronte, mais ils retrouvaient toujours leur chemin l'un vers l'autre, se souvenaient toujours de combien ils avaient sacrifié pour être ensemble, et cela rendait chaque difficulté en valait la peine. Maggie était décédée 2 ans plus tôt d'une maladie cardiaque. Mais avant de mourir, elle avait tenu sa petite fille et dit à Conrad qu'elle était fière de lui, non pas pour un empire ou le pouvoir, mais pour avoir eu le courage de changer. Finn avait été libéré l'année dernière après une peine réduite pour bonne conduite. Mais il n'avait pas contacté Conrad, et Conrad ne l'avait pas cherché. Certaines blessures étaient trop profondes pour guérir, et parfois l'amour signifiait lâcher prise et permettre à l'autre personne de suivre son propre chemin. Conrad monta sur le balcon à côté d'Ellie, enroula un bras autour de sa taille et demanda doucement à quoi elle pensait. Ellie posa sa tête sur son épaule et dit qu'elle pensait à la nuit où elle l'avait trouvé dans cette ruelle, à la promesse qu'elle lui avait faite, qu'elle ne le laisserait pas mourir, et elle l'avait tenue. Conrad lui embrassa les cheveux et murmura qu'elle ne l'avait pas seulement maintenu en vie, elle lui avait donné une raison de vivre. L'histoire de Conrad Caldwell et Eleanor Brennan n'était pas un conte de fées avec une fin parfaite. C'était l'histoire de 2 personnes blessées qui se sont trouvées dans l'obscurité et ont choisi de marcher dans la lumière ensemble. Une histoire de pardon, de rédemption et de choix de l'amour même quand c'était difficile et douloureux. Et c'est ce qui la rendait plus réelle que n'importe quel conte de fées. La leçon qu'il offrait était que personne n'est parfait, personne n'est sans passé, personne n'est libre d'erreurs qu'il souhaiterait même pouvoir défaire. Mais ce qui compte est qui nous choisissons de devenir à partir d'aujourd'hui. Si nous choisissons l'amour ou la haine, le pardon ou le ressentiment, et si nous croyons que les gens peuvent changer ou fermer nos cœurs pour toujours. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a ému,
Si vous avez vu une partie de vous-même dans le voyage de Conrad et Ellie, veuillez vous abonner à notre chaîne, aimer et partager cette vidéo afin que plus de gens puissent entendre des histoires comme celle-ci chaque jour. Nous aimerions savoir comment cette histoire vous a fait sentir, si elle vous a rappelé quelqu'un dans votre propre vie et si vous croyez au pouvoir du pardon et de l'amour. Alors, laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce qui est dans votre cœur. Nous lisons chaque message et valorisons vraiment chacun. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire du début à la fin. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, bonne santé, bonheur et amour chaque jour. Au revoir et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.